Les juges avaient clos les discussions à la CPI hier en donnant rendez-vous pour une audience ouverte au public sur une éventuelle mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, mais l'audience de ce jour n'a pas eu lieu. De nombreux jeunes apprennent à lire et à écrire ou renouent avec l'école. Ils bénéficient des projets de la mission évangélique luthérienne. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. L'audience de ce jour sur une éventuelle mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et Blé Goudé à La Haye n'a pas eu lieu. Aucune décision n'a donc été rendue par la CPI. Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont tous deux poursuivis pour crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010 à 2011. Redonner de l'espoir à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais aussi à ceux-là qui sont allés mais ont été obligés de tout arrêter pour une raison ou pour une autre. Il y a aussi ces personnes vulnérables à qui il faut apprendre à se protéger du VIH-Sida. C'est le défi que relève chaque jour la mission évangélique luthérienne en Côte d'Ivoire depuis maintenant 5 années. Nous Sangaré et Dangui nous parlent des projets réalisés par l'organisation. Déscolarisé depuis 2009, faute de moyens financiers, le jeune Mamadou s'est vu obligé d'apprendre la mécanique auprès de son père pendant quelques années. Je voyais mes amis qui allaient à l'école. Même apparemment, je vois mes amis qui en fréquenté ensemble quand ils ont arrêté l'école en classe de C1, qui sont en classe de 3e en première. Quand ils les voient, ils me demandent ils sont en quelle classe, ils n'arrivent pas à les expliquer. Depuis 2015, Mamadou a repris le chemin de l'école avec l'appui de la mission évangélique luthérienne en Côte d'Ivoire. Melsi. La mécanique, là, quand ils restent là-bas, mais souvent c'est les coups qu'on me donne. Là-bas, il y a les grands qui sont âgés que nous encore là. Ils nous tapent, ils t'envoient, si tu es fatigué, tu refuses d'aller, ils te frappent. Donc c'est là moi je dis à mon papa que non, mais si papa me met à l'école, les cours de vacances, il peut suivre ça. Il m'a dit ok, qu'il va avoir, mais que c'est pour prendre des moyens d'abord. Il dit ok, c'est là, on est resté dans ça, la classe pastorale organiser une école pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. En classe de CM1 cette année, le jeune homme âgé de 15 ans a enrichi ses connaissances en peu de temps. L'école m'a permis de faire beaucoup de choses. Savoir lire et écrire, et bien me prononcer en français. Tout ça, respecter les parents. Comme lui, ils sont nombreux à bénéficier des différents projets lancés par la MELSI en 2013. Il s'agit des projets des classes passerelles d'alphabétisation et de sensibilisation contre le VIH-Sida. Je ne pouvais pas faire moi-même mes devis en électricité. Tu as oublié de voir les collègues, il faut m'écrire ça, il faut faire ça pour moi. Donc j'ai décidé, pourquoi pas moi-même apprendre à faire moi-même mes propres devis pour donner. C'est pourquoi je suis parti dans l'alpha. Avant, on avait un taux de prévalence qui tournait autour de 5 à 6% au niveau de Biabour, parce que nous sommes dans une communauté de près de 8000 personnes. Mais quand nous avons commencé nos activités de sensibilisation et de dépistage, nous avons vu qu'au fur des années passées, les chiffres ont baissé. Aujourd'hui, on tourne autour d'un taux de 1,5%. C'est quelque chose qui est à saluer. 5 ans après le lancement des différents projets, l'heure est au bilan pour cette organisation chrétienne qui œuvre dans le social. Aujourd'hui, par exemple, à cause de la sensibilisation, avec les pratiques familiales essentielles aussi, les gens se déplacent facilement vers les hôpitaux. Ils n'ont plus peur de se faire dépister, ils n'ont plus peur, ils n'ont plus de préjugés. C'est des vraies informations qu'ils ont. Au niveau de l'alphabétisation, les gens arrivent maintenant à lire leurs factures, à aider les enfants à l'école, le petit niveau. Au niveau des classes passerelles, nous avons eu même à donner des jugements supplétifs à ces enfants-là. Et aussi, les enfants qui n'étaient plus vraiment pour eux, la chance était perdue d'aller à l'école, ont recouvré la chance de compétir avec leur génération pour aller et être des mains des cadres de ce pays-là. Et donc nous voulons vraiment, à côté de cela, dire que le travail pour nous est satisfaisant dans l'ensemble. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1984, la MELSI a à son actif plusieurs projets de développement en faveur des populations vulnérables. Son dernier projet, Espérance pour tous, prendra fin ce 31 décembre 2018. Le Rotary Club de San Pedro offre un bâtiment de 2 classes à la maternelle de l'EPP de Gabiadji, coût de l'ouvrage 8 millions de francs CFA. Les tout petits de cette sous-préfecture pourront y apprendre, affirmer, développer leur langage oral et commencer à découvrir les écrits, les nombres et d'autres domaines d'apprentissage à Samkona. C'est dans l'une de ces salles de classe de ce bâtiment que les tout petits de la maternelle se regroupaient pour les cours. Le Rotary Club de San Pedro vient au secours de ces tout petits. Un bâtiment de 2 salles de classe d'un coût de 8 millions de francs CFA, construit par ce club service et remis au groupe scolaire. Pour le président du Rotary Club de San Pedro, le colonel Babrino, ce bâtiment a vu le jour grâce au lobbying du sous-préfet de Gabiadji.
Votre étincelante lumière de véritable soldat du développement ne saurait être voilée par un ténébreux silence de gratitude. La viabilisation, le déguerpissement des installations anarchiques, des conseils avisés, aussi bien au Rotary qu'au président du Rotary. Voici, entre autres, ce que vous avez fait pour que nous aboutissions aujourd'hui à ce joyau. Le sous-préfet de Gabiagui, Sylvie Ba, a traduit la reconnaissance du corps préfectoral aux Rotariens de San Pedro. Après la signature des documents et la remise des clés de ce bâtiment scolaire, le Rotary Club de San Pedro promet doter cette école maternelle de toilettes et d'une cantine. De l'aide apportée aux plus jeunes vulnérables, parlons-en. 3000 jeunes de 24 villages du Bunkani et de la Mé ont vu leur projet prendre forme. Ils travaillent maintenant dans le domaine de l'agriculture et de l'agropastorale depuis 2 ans. Une alternative à la migration irrégulière selon le Centre italien d'aide à l'enfance. Et jusque-là, tout se passe bien pour ces jeunes. Doigt des Lasers nous le confirme dans ce reportage. L'élevage, la pisciculture et l'agriculture, voici entre autres des activités financées par le CIAI, Centre italien d'aide à l'enfance, pour l'insertion des jeunes Ivoiriens et des enfants mineurs non accompagnés. Serge Adopo-Yapo est agriculteur. Il a bénéficié de cette assistance financière. Moi, j'ai opté pour la banane parce que déjà, je produisais du manioc. Parce que là-bas, en contre-saison, la banane était devenue un peu difficile. Donc, ils étaient venus avec un projet, mais qui a tenu compte de nos préoccupations. Donc, l'un mis dans l'autre, ça fait qu'effectivement, les personnes qui ont bénéficié de ce projet se sont senties d'abord concernées. Parce que d'abord, c'était pour nous. On ne s'est pas dit qu'on faisait pour les autres, parce que c'était pour nous-mêmes, on s'est sentis dedans. Donc, on s'est engagé, on s'est mis à fond et nous ont accompagnés. Non seulement avec la formation, par l'entremise de la NADER, il y a eu aussi les toolkits qu'ils nous ont donnés pour pratiquer ce qu'on avait. 3000 jeunes Ivoiriens ont été insérés dans divers domaines d'activités agricoles, agropastorales et éducatives grâce au projet Amici, alternative à la migration irrégulière en Côte d'Ivoire, une solution pour lutter contre l'immigration clandestine dans le pays. Nous leur apportons un paquet de prestations qui va de la formation aux intrants, si ça concerne l'agriculture, tout le matériel qu'il faut pour mener correctement leur activité, et ce n'est pas remboursable. Parce que ce qu'ils vont rendre après, c'est pour permettre à d'autres jeunes de s'installer. 1 milliard de francs CFA ont été décaissés pour la phase pilote de ce projet à caractère social par le ministère de l'Intérieur italien. Un investissement qui, selon l'ambassadeur de la République d'Italie en Côte d'Ivoire, traduit la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de lutte contre la pauvreté. Des coopérants qui partagent les conditions de vie et travaillent ensemble avec les populations bénéficiaires est un observatoire privilégié qui permet non seulement de créer des vrais liens d'amitié entre nos peuples, mais aussi d'avoir une vision réaliste et capillaire des différents problèmes qui affectent les populations. Environ 90 mineurs sur 150 ont été réinsérés dans leur famille ou communauté d'origine. Tout cela témoigne de l'efficacité de ce projet. Plusieurs régions de la Côte d'Ivoire vont bénéficier de la mise en œuvre du projet Amici à partir de 2019. Déjà, 24 villages des régions du Bunkani et de la Mé ont bénéficié de la phase pilote du projet de 2017 à 2018. C'est Cheikh Salah, Ruth Babi et Clémentine Touré primés. Plusieurs autres athlètes et encadreurs sportifs ivoiriens ont été célébrés aujourd'hui. Jean-Sylvain Rissot et Samuel Mech nous font l'écho de la cérémonie. Président de fédération, encadreurs sportifs, athlètes, tous étaient présents au siège de la Confédération africaine de handball. Ce vendredi, sur invitation de la tutelle pour la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit des meilleurs sportifs de l'exercice 2017-2018. Nous avons voulu donc récompenser le mérite de tous les athlètes, les inviter à devenir des modèles d'abnégation, des modèles de l'union que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, des modèles de référence dans la discipline qu'ils ont sur leur corps et surtout des modèles de travail. Et nous sommes venus donc les récompenser au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour les appeler à plus d'abnégation, à plus de sursaut et surtout
à intégrer les valeurs du sport qui nous amènent vers le dépassement de soi, l'amour de la patrie et la discipline. Cissé Cheikh Salah est désigné deuxième meilleur athlète après Talou Marie-José, récompensé en août dernier. Le taekwondoïne, en plus du prix d'excellence, reçoit la somme d'1 500 000 francs CFA. Autre prix d'excellence, celui décerné à Ruth Babi, troisième meilleur athlète de la saison. Elle reçoit la somme d'1 million de francs. Le prix du deuxième meilleur encadreur sportif revient à Touré Clémentine, entraîneur de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire, qui repart avec la somme de 1 500 000 francs CFA. Dans l'ensemble, la saison sportive 2017-2018 a été fructueuse avec 348 médailles, dont 122 d'or, 102 d'argent et 124 de bronze. Parlons maintenant de l'état d'avancement des travaux de construction des stades de San Pedro Corogo qui vont accueillir la CAN 2019 si tout se passe bien. Le stade de Corogo est bâti sur une superficie de 50 hectares avec 20 000 places. La construction devra durer 24 mois et le stade de San Pedro, lui, est bâti sur une superficie de 18 hectares à Katitouri. Voici ce à quoi va ressembler le stade de San Pedro une fois construit. Les travaux ont démarré le 6 novembre 2018 et sont au stade de terrassement. Après la phase de terrassement, selon le calendrier de l'entreprise, c'est le convoyage du matériel lourd, c'est-à-dire les fers, le matériel de coffrage et les ouvriers qualifiés qui vont s'installer pour le démarrage des gros œuvres. Le stade moderne de San Pedro va être bâti sur une superficie de 22 409 mètres carrés avec 20 000 places assises. Il sera livré dans 24 mois et devra abriter des matchs de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. 20 000 places également pour le stade de Yamoussoukro avec le même délai de livraison, c'est-à-dire 24 mois. Un mois après le lancement, le décor est planté, les signes du début de travaux sont visibles, les engins et autres matériaux de construction sont présents pour faire sortir le futur joyau de ce site de 20 hectares pour un coût estimé à 37 milliards de francs CFA. À ces deux sites s'ajoute celui de Corogo, dont les travaux démarreront le 1er décembre 2018. Côte d'Ivoire 2021, c'est maintenant. Sachez qu'une cellule terroriste a été démantelée dans le sud du Mali, le fruit d'une coopération sécuritaire entre le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. 4 membres de cette cellule basée dans la région de Sikasso projetaient de mener des attaques dans les capitales des 3 pays ont été arrêtés par la DGSE malienne. Le chef présumé de la bande, un Burkinabé âgé de 31 ans, il serait associé au groupe terroriste auteur d'un double attentat le 2 mars 2018 à Ouagadougou et son frère installé à Abidjan dans le cadre de l'attentat projeté dans la capitale économique ivoirienne a effectué sur place des repérages sur 2 sites. Pour finir, en RDC, à quelques jours des élections, des milliers de Congolais ne pourront pas voter. Ils ont fui les conflits et les guerres pour se réfugier dans les pays voisins, notamment en Ouganda, pays qui accueille le plus de réfugiés congolais. Dans le camp de Kouangwali, les nouveaux arrivants retrouvent des compatriotes installés depuis des années qui partagent les mêmes désillusions préélectorales. Jean Bienvenu est un ancien proche de l'opposant Jean-Pierre Bemba. En 2008, il a quitté Kinshasa, sa ville natale, pour fuir les autorités. Il fait partie des 15 000 réfugiés de la RDC à s'installer au Congo-Brazzaville. C'est très dur parce que regarder Kinshasa et ne pas avoir cette possibilité d'y revenir, c'est pas facile, c'est pas facile. D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 740 000 Congolais ont fui différents conflits dans leur pays. À la différence d'autres réfugiés africains, ils ne se tournent pas vers l'Europe, mais vers les pays voisins, Congo-Brazzaville, Ouganda, Zambie, Angola. L'Ouganda est le pays qui accueille le plus de Congolais. Ils viennent dans des conditions difficiles, dans des camps autour du lac Albert. Jérôme vit ici depuis qu'il a 9 ans. Il a très peu d'espoir de voir la situation changer à court terme dans son pays d'origine. Je ne vois aucune raison de retourner au Congo pour ensuite devoir revenir m'installer ici à cause de la guerre. D'autres ont choisi de s'installer pour de bon dans leur pays d'accueil,
comme ici à Lusaka. Bernard Pierre-Marie Lukugu habite la capitale zambienne depuis 1993. Comme beaucoup ici, il n'attend rien des nouvelles élections de décembre 2018. Nous sommes presque 25 000. Et si les choses tournent mal, nous avons très peur que beaucoup de personnes veulent rentrer en Zambie. Et nous ne voulons pas de cela parce que ça va déstabiliser ce pays. Nous ne voulons pas de cette situation. La crise a également provoqué le déplacement de 4,5 millions de Congolais au sein de la RDC, des réfugiés dans leur propre pays. Si pour certains, les élections présidentielles du 23 décembre sont symbole de changement, pour d'autres, l'espoir de voir leur pays en paix reste maigre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.